Ah ça y est, je viens de voir le président, on y retourne. Où ça? En campagne présidentielle. Quand je pense qu'il a juré devant la presse qu'il n'y ait pas d'écoute à l'Élysée. Mais il a raison, elles sont aux invalides. Il va nommer qui en Premier ministre? Juppé. Juppé, c'est comme s'il incarnait physiquement l'impôt. On est déjà à 15 000 morts. 15 000 morts? Ouais. On fait quoi? On vient de mettre en place un numéro vert. Mélange historique autour de l'humour, c'était très plaisant. Le périphérique? Le périph', il permet de faire le tour de Paris en auto en un temps record, puis s'il est souterrain, il ne fait aucun bruit. Enfin, Pierre-Marie aucun bruit, uniquement à l'ouest dans les beaux quartiers. Évidemment. Je tiens tout de suite à préciser que nous ne sommes pas de gauche. La troisième fois que je vois un spectacle sur la politique, c'est la seule fois où j'ai ri, mais en même temps avec des tas de choses apprises. Il a pris 12 femmes dans son gouvernement. 12? Eh ben ça a pas duré longtemps, il vient d'en virer 9. Enfin, soyons clairs, nous ne sommes pas de droite non plus. Bon, ben, au suivant. Bonsoir, c'est Stéphane Olivier Bisson. Je suis sur le chemin du théâtre du Tristan Bernard pour jouer 12 France et je vous retrouve bientôt sur Arsène Radio. À bientôt. Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, Au Passage des Artistes. Stéphane Olivier Bisson, bonjour, ravi de vous accueillir au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Alors, nous allons évoquer Douce France, dont vous êtes l'auteur et comédien également. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler de cette pièce? Comment est-elle née? Bonjour Jazia, c'est assez simple, c'est un ami qui était directeur de cabinet d'un ministre, dont je ne peux pas dire le nom, et qui m'a sorti une phrase qui m'a beaucoup troublé, qui était « Ils sont les trains, nous sommes la gare ». Voilà, c'était ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Il me dit, mais quelles que soient les impulsions du centre, du président, du Premier ministre, des ministres, etc., il y a des hauts fonctionnaires, dont moi, qui décident de freiner, ralentir, court-circuiter les choses ou les envoyer dans le mur s'ils en ont envie. Donc ça m'avait beaucoup troublé. C'est ce qui m'a incliné à choisir ces deux personnages qui sont conseillers spéciaux du président. Après, ça m'amusait qu'ils traversent les décennies sans vieillir, espèce de pérennité d'un système en place de gens invisibles et qui sont chargés de traduire dans les faits, dans le réel pour nous, le peuple, des programmes et des décisions plus haut de gens qui, eux, ne durent pas. D'où la fameuse phrase gimmick qui revient sans arrêt après un mandat pour nos personnages, allez au suivant. Voilà comment c'est né. Je me suis lancé tout seul d'abord. Je pensais le jouer seul, ce conseiller spécial. J'ai travaillé pendant 3 ans avec beaucoup de documentation, tellement de documentation que je me suis noyé. Et au bout de 3 ans, j'ai appelé mon copain David Salle, que j'avais mis en scène dans La Pitié dangereuse de Zweig, avec qui j'avais jamais encore joué, mais qui fait une complicité drôlatique dans la vie assez poussée. Et je lui ai proposé de m'aider, parce que là, il fallait que quelqu'un m'aide pour remettre tout ça en ordre, parce que j'avais 6 heures de spectacle. Et puis au bout de 20 minutes de déjeuner, on rigolait tellement, je dis écoute, tu veux pas venir le jouer avec moi? Donc là sont nés Capucin, Pierre-Marie Joseph, et le personnage de la femme est arrivé bien plus tard, il y a un peu moins d'1 an, parce que je suis tombé sur une interview d'Evelyne Richard, donc le personnage qui a servi de modèle, qui est une dame qui était relation presse à l'Élysée, de Pompidou au premier mois et demi de Macron, et l'un des chapeaux de l'article du Nouvel Obs, c'était des prétentieux et des melonnés, j'en ai connu, mais des comme ça, jamais. Ça m'a fait beaucoup rire. Je me disais qu'un personnage comme ça, qui a tout vu pratiquement, qui peut pas tout dire, c'est très intéressant, et une femme, vu le sort qu'il leur est réservé dans ce milieu effroyablement machiste. Stéphane Olivier Bisson, est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier d'auteur? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est travaillé avec le temps? Alors pour ce qui est de l'écriture, j'ai toujours aimé écrire depuis tout petit. On n'allait pas beaucoup au théâtre avec mes parents, mais la fois on y est allé, je devais avoir 9 ou 10 ans, et c'était Danton et Robespierre. Écrit par Alain Decaux, je crois, avec des acteurs incroyables comme Bernard Fresson, Daniel Mesguich, etc.
J'avais tellement aimé ça, parce que j'aime beaucoup l'histoire aussi, je suis rentré le lendemain, le dimanche après-midi au lendemain. J'ai entraîné mes cousins toute la journée à apprendre et répéter des textes que j'avais écrits, qui étaient en fait une pâle copie de Danton et Robespierre. D'ailleurs, j'ai fait jouer un de mes cousins qui était le plus gros à l'époque, Danton, et on est allé jusqu'à coller sa tête sur l'établi de mon grand-père. Ça, c'était devant les parents, qu'on avait invité le soir dans la cave à venir voir ça. Et son frère, Vincent, qui était plus mince, avait l'authentique hache de mon grand-père et était chargé de lui couper la tête. Et au moment où la hache s'abat sur la tête de mon cousin, j'ai éteint la lumière, tout le monde a hurlé et on a entendu un bruit sourd sur l'établi. Évidemment, il a visé à côté, c'était prévu, mais dans le noir quand même, c'était assez dangereux. Donc vocation sûrement, parce que ça vient de loin. Un travail évidemment. Oui, je ne compte pas les versions de 12 France, il y a dû y en avoir entre 48 et 52, un truc comme ça. À chaque fois, on s'envoyait des mails avec David, il y a marqué version définitive, mais on pouvait être sûr on y croyait à moitié, on pouvait être sûr que derrière, il y en aurait une autre. Et puis là, j'ai fait paraître mon premier roman, Max, aux éditions Cambourakis, Actes Sud. En fait, c'est l'histoire de Max Linder, dont tout le monde connaît le cinéma sur les grands boulevards, mais personne connaît l'histoire qui se cache derrière. C'était la première grande star internationale du cinéma avant Chaplin. Chaplin l'appelait son professeur d'ailleurs. Et je vais l'adapter au théâtre, puisque ce sera joué en septembre au Théâtre du Rond-Point, avec Jérémy Lopez de la Comédie Française, qui est un acteur merveilleux. Et je mettrai en scène. C'est un travail, bien sûr. Vocation, oui, on peut avoir envie d'écrire, mais après, ça se travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment avez-vous trouvé ce subtil équilibre entre l'humour, l'ironie et sans aucun parti pris? Alors concernant le parti pris, on voulait que ce soit drôle, parce que voilà, c'était notre projet. Ce que j'avais découvert prêtait à rire, même si ça grince beaucoup, beaucoup, parce que ce sont quand même des choses graves et des gens à responsabilité monumentale. Après, on voulait pas tordre le bras aux gens pour les inviter à penser sur ce qu'on aimerait éventuellement qu'ils pensent. Surtout pas, il y a trop de spectacles qui vont dans ce sens-là. En plus, je trouve que le débat aujourd'hui, que ce soit culturel ou médiatique, est très violent, très binaire, très simplificateur. Donc on voulait vraiment, c'est pour ça que ça a été long à faire, c'est qu'il fallait aller chercher la matière brute, parce que 90% du texte, ce sont des citations. Ce sont ces gens-là qui ont prononcé ces mots-là et non pas nous qui les avons arrangés à notre sauce. Donc c'est ça qui a pris beaucoup de temps. Et après, il fallait les agencer, faire en sorte que ce soit fluide et que ce soit une vraie pièce, quoi. Mais on voulait surtout pas s'en mêler, trouver la bonne distance, d'où aussi le choix de ces personnages qui sont pas des politiques, qui sont vraiment des passe-plats de l'histoire. Et puis vous laissez circuler, vous livrez la matière brute et vous laissez circuler dans votre propre histoire, parce qu'au fond, tous ces mandats, tous ces présidents sont les marqueurs de votre histoire, autant que la leur. Et voilà, c'est ce qui nous importait, c'était de pas prendre parti au maximum. On prend nécessairement un peu parti parce qu'on a une sensibilité, mais pas l'exposer, pas l'imposer. Et voilà, proposer une espèce de dialyse de la Ve République aux gens. D'après vous, est-ce que le théâtre devrait prendre un peu plus position aujourd'hui, ou est-ce que c'est déjà le cas et c'est largement suffisant? Oui, le théâtre devrait prendre position, il la prend cette position souvent. Après, tout dépend comment on le fait. Prendre position, c'est pas nécessairement imposer un point de vue de manière extrêmement définitive, catégorique et autoritaire, ça j'en veux pas. Proposer une subjectivité, une lecture, une sensibilité, ça c'est déjà prendre position. Après, c'est pas parce qu'on fait un spectacle politique qu'on doit forcément être de parti pris. C'est pas obligé, c'est pas obligatoire, et c'est un peu la gageure de ce spectacle. C'est pour ça qu'on l'a fait de cette manière-là. Voilà, je pense que il fallait de l'humilité devant des choses qui quand même nous dépassent.
Cette histoire est longue. On peut en proposer, hélas, que peu d'aspects, parce qu'il y a beaucoup plus de matière. Mais bon, il fallait faire un spectacle de moins de 2 heures. Donc on l'a fait. Mais par exemple, le moment sur les attentats de Charlie, c'était ça vous appartient autant qu'à nous, donc on l'a tous vécu. Donc il s'agissait pas sur cette scène-là de dire quoi penser, surtout pas, jamais. Ça aurait été indécent et indigne. Alors pour ceux à qui on a donné envie de venir découvrir 12 France, est-ce que vous pouvez nous dire où, à quelle heure et surtout jusqu'à quand? Alors 12 France, c'est du mardi au samedi à 21h au très beau théâtre Tristan Bernard, Métro-Villiers, 64 rue du Rocher. La drôlerie, c'est que de l'autre côté de la cloison, il y a le nouveau siège de La République En Marche. Ça, je ne savais pas. C'est une des surprises et un des délices de l'histoire. C'est avec David Salle, donc mon co-auteur et mon co-metteur en scène, et Delphine Baril, qui joue Evelyne Richard, enfin, qui joue Evelyne, parce que c'est pas Evelyne Richard complètement, mais c'est Evelyne. Voilà, nous sommes 3 acteurs. La chorégraphie, c'était Sophie Tellier. La scénographie, c'est Angelo Zamparuti. Lumière, Laurent Béal. Vidéo, Alain Nové. Lina nous a beaucoup aidé parce qu'ils nous ont permis d'avoir un accès libre pendant 1 an et demi pour aller chercher les documents qui sont projetés et les photos. Les photos, c'est Paris Match. Voilà, je vous ai tout dit, je crois. Eh bien, et mes collaborateurs artistiques, très importants, parce que comme on était sur le plateau, et qu'on ne pouvait pas être dans la salle pour voir les choses, évidemment il faut un regard. Ce regard, c'était Pascal Castelletta qui nous a beaucoup aidé. Bien voilà, on vous attend. Stéphane-Olivier Bisson, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation sur Arsène Radio au Passage des Artistes. Rendez-vous pris au théâtre Tristan Bertrand pour 12 France. Je vous souhaite une très très bonne soirée à l'écoute d'Arsène Radio. À très bientôt. Vous écoutez Arsène Radio, la radio qui aime les artistes. Arsène Radio, tous les goûts dans une même radio. art-scène-radio.fr. Simply Red. Bruno Mars. Ibrahim Malouf. Coldplay. Arsène Radio.